Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour. Président de l'IMSI, l'école de l'immobilier, présent à la fois à Paris, à Lyon et à Toulouse, qui forme au métier de l'immobilier, conférencier, éditorialiste, expert en matière d'immobilier, toutes les questions relatives à la politique du logement. Avec vous, on va faire justement un tour d'horizon de l'actualité de l'immobilier. Avec tout d'abord cette nouvelle loi Elan, qui est désormais sur les rails. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans les rapports entre propriétaires, bailleurs et locataires? Les rapports locatifs seront-ils équilibrés? Non, un espoir déçu de ce point de vue-là. Le Sénat avait proposé qu'on rééquilibre les rapports locatifs. Une seule mesure qui était très souhaitable, c'était de réintroduire ce qu'on appelle la clause pénale. C'est-à-dire quand un locataire paie en retard ou ne paie pas son loyer, on peut lui appliquer une pénalité. C'est le cas du propriétaire qui ne rembourse pas en temps et heure le dépôt de garantie, par exemple. Ça aurait été une mesure de rééquilibrage. Cette partie-là a été gommée en commission mixte paritaire. Alors qu'est-ce qui reste? Beaucoup de choses néanmoins. Il reste un encadrement des loyers assoupli. Alors, c'est-à-dire, parce que là, il faut vraiment décrypter. Oui. Alors, il y a essentiellement trois progrès. D'abord, la loi Allure, c'est elle qui avait instauré cet encadrement, lié observation du marché dans les 28 agglomérations tendues et encadrement. Donc on devait avoir 28 zones encadrées. C'est fini. La loi Elan dit observation d'un côté, c'est précieux, éventuellement encadrement de l'autre. Encadrement dans quel cas? Lorsque un maire en fera la demande. On a donc laissé la main aux collectivités locales. Et deuxièmement, c'est à titre expérimental pour 5 ans qu'on pourra mettre en place cet encadrement. Petite nuance d'ailleurs par rapport à la loi Allure. La loi Allure avait couru le risque de l'invalidation, on l'a vu à Lille et à Paris, en disant il faut encadrer toute une agglomération. La loi Elan dit non, on peut encadrer une ville centre ou une ville d'une agglomération, pas forcément tout le territoire. Voilà. Alors est-ce qu'on va en avoir politique aussi là-dessus à l'échéance des municipales? On pense bien sûr aux municipales de 2020. Est-ce que ça peut être un argument politique? Oui. Je ne suis pas sûr que le gouvernement ait souhaité qu'il y ait des encadrements. Bon, ils ont probablement pensé que les maires n'en feraient pas la demande, notamment parce que les loyers se sont calmés depuis 5-6 ans. À cet égard, l'allure était sans doute arrivée un peu tard même. Mais je pense que politiquement, on va voir des maires qui, ou pour le symbole, ou pour la réalité économique de leur ville, pour resolvabiliser leur ménage, en feront la demande. À Lille, on le sait. À Paris, on le sait, on risque de le voir dans quelques autres villes, pas forcément toutes de gauche d'ailleurs. Alors, vous disiez tout à l'heure, rien de neuf quand même. Nouveau contrat de location, le fameux bail mobilité. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ce n'est pas dans le rééquilibrage des relations, mais ce sont des innovations utiles. Ouais. Le bail mobilité, il est là pour servir des locataires par définition en mobilité, c'est-à-dire des jeunes travailleurs, des personnes qui sont mutées pour une période courte pour aller faire des stages de perfectionnement, pour mener des missions. Et donc, entre 1 et 10 mois, pas de dépôt de garantie, mais la protection du dispositif Visal, qui est bien connu aujourd'hui, et donc on va dire un bail souple par rapport à celui qu'on connaît, loi de 89. Un autre bail dont on ne parle pas assez, qui est créé par la loi Elan, c'est ce contrat intergénérationnel. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Ça consiste à dire qu'une personne qui est propriétaire ou locataire, dans ce cas-là elle peut sous-louer, peut accueillir chez elle, dans une pièce de son logement, on pense particulièrement aux personnes des 3e et 4e âge, quelqu'un de jeune, de moins de 30 ans, au terme de la loi, et une partie de la location pourra être payée en service à la personne, accompagnement, ça va permettre le maintien à domicile, ça va permettre de rompre la solitude d'un certain nombre de personnes dans nos villes. Ça, c'est une formule qui est vraiment très intéressante. On en a très peu parlé lorsqu'on a parlé de l'Élan. Absolument. Alors, cette loi Élan, si on revient à ce qui était initial au départ, c'était de provoquer un choc d'offres et de construire là où sont véritablement les besoins pour permettre de faire baisser les prix. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ses ambitions? Vous remarquerez qu'on ne parle plus dans le marketing politique qui accompagne la loi Elan, ou qui accompagne le projet de loi, de choc d'offres. Ouais. Très vite, le président de la République, ceux qui l'entourent, n'ont plus utilisé l'expression. Pourquoi? Parce que les professionnels ont fait remarquer que les outils qui étaient dans le projet de loi,
et il y a des très bonnes choses en matière d'urbanisme, de construction, qui viennent alléger, simplifier, aller mettre du temps à s'installer, et que ce qui est à proprement parler un choc, hein, c'est-à-dire l'instantanéité de l'apport de l'offre, on n'y assisterait pas. Voilà. Donc non, pas un choc d'offre, mais il faut être tout à fait honnête, dans les 3, 4, 5 années qui vont suivre l'entrée en vigueur de la loi, on va avoir probablement matière à dynamiser la construction, parce qu'il y a beaucoup de freins qui sont levés. Par exemple, une meilleure lutte contre les recours malveillants. Hein, l'allure avait commencé, l'élan continue. On renforce aujourd'hui l'arsenal pour contre les recours abusifs. Encore 30 000, on dit, 30 000 logements 30 000 bloqués. logements par an ne sortent pas de terre parce que des associations de riverains ou d'une autre nature intentent des recours abusifs, on dit aujourd'hui malveillants, parce qu'ils sont malveillants, avec des finalités financières pour négocier avec le promoteur ou la municipalité. Tout cela, on ne peut plus se le permettre parce qu'il y a un vrai besoin, en particulier sur les marchés tendus, et il faut produire davantage. Voilà un outil, mais beaucoup d'autres. Hein, les grandes opérations d'urbanisme créées par la loi Elan, les projets de partenariat d'aménagement. Bon, voilà, ce sont des concepts qui vont permettre une meilleure entente entre État, collectivités territoriales, opérateurs privés, promoteurs, opérateurs publics, organismes HLM. À n'en pas douter, on a pris là de bonnes mesures. Simplification des normes aussi. La norme handicapée, elle a fait couler beaucoup d'encre, cette mesure. Pour moi, je dis qu'elle est pragmatique. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, cette mesure avait été déférée devant le Conseil constitutionnel, a reconnu qu'elle ne posait pas de problème, qu'il n'y avait pas rupture d'égalité. Simplement, d'une autre manière, plus pragmatique, et en disant qu'il faut 20% de logements directement accessibles et 80% dans un programme qui seront convertibles, on répond à ce besoin de respecter évidemment les personnes à mobilité réduite. Une loi Elan qui, dans l'ensemble, selon vous, verra donc deux effets positifs à moyen et long terme, mais il ne faut pas attendre de révolution dans un premier temps. Non, il y a aussi un volet qui va apporter beaucoup aux ménages, que ce soit au moment de la construction, que ce soit au moment de l'utilisation des logements, c'est le numérique. On ne peut pas nier que le N de Elan, il soit présent. Absolument, oui. Alors peut-être pas assez, il y a eu des critiques. En attendant, le bail numérique, ça n'est pas rien. L'instruction des permis de construire par voie digitale dans les grandes villes, on va gagner 1 an, jusqu'à 1 an à Paris, à Lyon, à Marseille pour instruire un permis, ça n'est pas rien. La possibilité de tenir une assemblée générale en copropriété de façon digitale, à distance, voilà, ce sont des vrais progrès. Pour moi, je trouve que le Parlement et le gouvernement, ensemble, presque non, auront fait un travail tout à fait honorable. Ce sont près de 250 articles, un peu moins après les retraits du Conseil constitutionnel, 230 articles, qui touchent à tous les compartiments du jeu. Il y a eu un vrai travail de fond. L'activité immobilière se porte bien. L'an dernier, on a battu des records, 968 000 transactions dans l'ancien. Cette année, les notaires nous disent on est déjà à 950 000 ventes dans l'ancien. On vend, on achète des maisons, des appartements. L'activité se porte bien. Selon vous, c'est toujours tenu par ce dopant qui est les taux d'intérêt. Est-ce que ça peut durer longtemps comme ça ? Je ne crois pas que ce soit le seul déterminant. C'est un des leviers, mais bon. Bien sûr, puissant, et depuis maintenant plusieurs années, 6-7 ans, et on voit que les taux ne s'arrêtent pas de baisser. Bon, très bonne nouvelle. Mais il faut dire aussi qu'il y a aujourd'hui des aides qui sont puissantes et qui sont là non pas pour dépenser l'argent de la collectivité, mais pour atténuer une douleur fiscale. On parle au moment où il y a des revendications fiscales des Français. On peut le comprendre. Il y a un manque de visibilité, la taxe d'habitation est supprimée, mais on ne sait pas si elle est financée, on ne sait pas si elle va faire augmenter la taxe foncière. Donc on voit que le gouvernement n'a pas réglé les problèmes de poids de la fiscalité sur le logement, et au même moment, il réduit le budget du logement. Il l'a fait de près d'1,5 milliard dans la dernière loi de finances. Celle-ci est en train de s'examiner. On ne sait pas quel destin elle va donner au logement. En tout cas, un prêt à taux zéro fort, un dispositif Pinel fort, on en a besoin. C'est aussi ça qui a permis d'avoir le niveau de mise en chantier qu'on a connu et qui est en train de fléchir. Et s'agissant du manque de visibilité fiscale, on voit aussi que dans l'ancien, dans un certain nombre de grandes villes, on a un ralentissement. Donc tout ça est très fragile et il faut que le gouvernement ne
cesse de considérer que c'est un centre de coût, le logement. Hein. On rappellera une réalité, 41 milliards d'aides, c'est beaucoup, 74 milliards de rapports annuels pour l'État. Donc l'équation, elle est de toute façon bonne. On pourrait apporter moins d'aides si le poids de la fiscalité sur les ménages était moindre. Le vrai sujet est là aujourd'hui. Il n'y aura pas de retournement de tendance, selon vous, au niveau de l'activité, en tout cas en 2019? Non, pas de retournement de tendance, mais un ralentissement, il est déjà à l'œuvre. Il est à l'œuvre très clairement pour les maisons individuelles. Hein. C'est un secteur aujourd'hui, avec la réduction du prêt à taux zéro, qui a souffert instantanément. Les logements collectifs ne se construisent pas au même rythme non plus. Les dépôts de permis de construire ne sont pas aussi vigoureux. Et dans l'ancien, il y a un fléchissement. Donc l'année 2019 et celle que nous sommes en train de vivre n'a pas encore rendu ses derniers résultats, seront sans doute en retrait par rapport à 2017, qui n'était pas exceptionnelle, qui était très bonne, mais je ne vois pas pourquoi on ne la considérerait pas comme une référence. Il faut arrêter de dire que c'était une année qui ne peut pas servir de toise, pas du tout. Les besoins en logement, ils sont à hauteur d'1 million de transactions par an, ils sont à hauteur de 440 ou 450 000 constructions par an. Ça, c'est l'état des besoins de la France aujourd'hui. À propos de logement, et pour terminer, cette semaine se déroule à la Porte de Versailles, à Paris Expo, le salon de la copropriété. Durant 2 jours, donc ce sera les 21 et 22 novembre à Paris. Vous allez d'ailleurs y prendre une forte part, puisque vous allez animer beaucoup de conférences dans le domaine. Quels sont les principaux enjeux aujourd'hui de la copropriété ? Le principal enjeu des visiteurs déjà et des copropriétaires, c'est de comprendre les évolutions du droit de la copropriété. Dans la loi Elan, c'est déjà la pédagogie. C'est de la pédagogie, c'est un univers qui bouge, qui s'adapte, qui a aussi ses enjeux de simplification, de meilleure fluidité des décisions et de la vie en copropriété. Dans la loi Elan, une dizaine de mesures modifient la loi de 1965 sur la copropriété et annonce, puisqu'une ordonnance a été... une habilitation a été donnée au gouvernement pour légiférer par ordonnance, donc annonce un bouleversement, le gouvernement se donne 12 mois, pour bouleverser la loi 65 et sans doute changer les grands équilibres. Donc, premièrement, comprendre ce qui se passe. Deuxièmement, la rénovation énergétique, très clairement. Ça, c'est le chantier. C'est le chantier. Ouais. On voit bien qu'aujourd'hui, l'univers de la copropriété a pris du retard. Il faut se rappeler qu'on a lancé ce grand mouvement de rénovation de tous les bâtiments, copropriété, mais non seulement, en 2007. Bon, nous sommes en 2018. On a sans doute pris 5 ou 6 ans de retard. Il faut les rattraper à marche forcée. Quel est le problème? C'est beaucoup l'ingénierie financière. Où va-t-on trouver l'argent? Il y a des moyens. C'est aussi quel type de travaux engager. Quel retour en attendre? Les ménages aujourd'hui veulent savoir si ils vont faire baisser la facture énergétique, s'ils vont s'y retrouver sur 5 ans, 10 ans ou 20 ans, s'ils vont valoriser leur immeuble. C'est le gros enjeu. Et ce qui, il y a 3 ans, n'intéressait pas les ménages, aujourd'hui les passionne. C'est ça. Et puis, dernier lieu, le numérique aussi. Le numérique change la vie des copropriétés, partout. On va pouvoir voter de façon numérique et donc pouvoir se dispenser aussi des assemblées générales tout en vivant activement dans sa copropriété. On peut échanger avec son syndic aujourd'hui, c'est l'extranet. On peut échanger entre copropriétaires. On peut échanger avec les fournisseurs d'énergie pour maîtriser, pour ajuster ses dépenses. Le numérique révolutionne les immeubles en copropriété. Eh bien, c'est parfait. Donc, on vous retrouvera donc, dans ce salon de la copropriété les 21 et 22 novembre à Paris Expo, Porte de Versailles. Henri Buzicazo, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.